Bonjour et bienvenue à Virage Vert. Pour cette nouvelle saison, nous commençons avec le thème de l'agriculture. Nous irons voir comment les pratiques ont évolué à travers les années, mais aussi comment la recherche influence les nouvelles pratiques. Commençons donc par rencontrer M. Michon de Semi-Direct. On est présentement à la présentation à la ferme de M. Jocelyn Michon, qui est le président du Club Action Semi-Direct. Alors, M. Michon, bonjour. Bonjour. Donc, le Club Semi-Direct, en fait, Semi-Direct, qu'est-ce que c'est? La définition de semi-direct. Semi-direct veut dire semer directement dans les résidus de la culture précédente. Ça OK. suppose qu'il n'y a aucun travail de sol. Donc, c'est un système sans aucun travail du sol. Jamais. Comment on fait ça? C'est quoi la différence entre un système traditionnel et un système semi-direct? La différence, c'est qu'il n'y a aucun travail de sol. On n'a pas d'outils, il n'y a pas de charrue, il n'y a pas de cultivateur, de chisel pour... Il n'y a pas de retournement de sol. OK, On a donc, fait dans que... un système traditionnel, on prendrait le sol avec une charrue, on la retourne pour ensuite planter. Il n'y a pas seulement que la charrue, là, mais il peut y avoir aussi d'autres outils intermédiaires qui vont faire un travail moins agressif sur le sol. OK. Mais en semi-direct, il n'y a jamais de travail de sol qui est effectué. Donc, on fait juste planter directement Ouais. avec ce qui reste de l'année précédente. Exactement. Puis, c'est quoi l'avantage? Il y a beaucoup d'avantages. Au niveau entretien machinerie, dépenses de carburant, la quantité de machinerie que j'ai besoin, c'est des coûts qui sont diminués énormément. Puis, on est capable de maintenir un rendement équivalent au conventionnel, sinon supérieur dans certains cas. OK. Puis, au niveau environnemental aussi, il y a un avantage? Bien sûr, c'est certain. Le semi-direct est considéré comme le summum de protection de l'environnement. OK. Parce que justement, on ne laisse jamais le sol à nu. Mhm. Il n'y a pas de travail de sol qui est effectué. Le fait qu'on laisse les résidus de culture en surface, bien, c'est une bonne protection contre les événements climatiques, là, la fonte de la neige, les orages violents comme on connaît de plus en plus. Bien, les résidus vont protéger le sol, va rester en place. Il ne se redirigera pas vers les cours d'eau en amenant avec lui possiblement des fertilisants puis même des pesticides aussi. Puis vous, ça fait combien de temps que vous vous êtes converti au semi-direct? Converti. Une conversion. Ça s'est fait en 1994. C'est ma 16e année que je fais le semi-direct. Dans le champ où est-ce qu'on est ici, c'est la 15e année, mais mon plus vieux champ a 16 ans. Quel était le but de ça dans le temps? C'est sûr qu'à ce moment-là, en 1994, au ministère de l'Agriculture, on voulait vendre le semi-direct en parlant d'environnement. Mais ça ne fonctionne pas toujours quand on veut vendre l'environnement. L'aspect économique, on a travaillé beaucoup là-dessus pendant les premières années pour voir jusqu'où on pouvait aller, quels étaient les avantages économiques du semi-direct. Parce que c'est vraiment l'aspect économique qui est le principal avantage Mais pour en que tant que producteur. Mais pour que ça fonctionne, il faut connaître son sol, il faut connaître... Est-ce que ça fonctionne avec toutes les cultures? Moi, je dirais que oui. OK. La difficulté de semi-direct, vous allez me demander probablement de vos prochaines questions, pourquoi c'est pas tous les producteurs qui font ça? Ben, pourquoi pas? Parce que la question est posée souvent quand je me fais dire ça, je vante le semi-direct, pourquoi c'est pas tout le monde qui le fait? Bien, c'est la transition qui est difficile. Quand on passe d'un système conventionnel avec travail de sol, travail mécanique, puis on veut passer à un système sans aucun travail de sol, le sol n'est pas prêt à l'accepter aussi facilement que ça. Parce que dans le sol, il y a beaucoup de vie. Quand on brosse le sol avec des équipements, on fait un genre d'aération, on enfouit les résidus, mais à partir du moment, on décompacte aussi, mais à partir du moment qu'on cesse ça, qu'on s'en va au semi-direct, tout dépendant de ce qu'on faisait avant, bien, ça peut être assez difficile, une transition, comme ça peut être facile aussi dans certains cas. Puis je pourrais donner juste rapidement deux exemples. Un producteur laitier qui a des champs de foin, des prairies, des luzernières de 4-5 ans, déjà sa structure de sol va être refaite. La population de vers de terre va avoir augmenté. Pour lui, ça va être plus facile. Par contre, à l'inverse, le producteur de maïs, qui est presque en monoculture de maïs, qui laboure à l'automne, pour lui, ça peut être assez difficile de faire la transition semi-direct. Il va avoir des choix à faire. OK. Puis là, vous me disiez des vers de terre. C'est quoi le rôle des vers de terre dans le semi-direct? On dit que le ver de terre, c'est l'indicateur de la santé d'un sol. OK. Plus il y a de vers de terre, plus il y a de micro-organismes qui l'accompagnent aussi. Les vers de terre représentent environ 20 du volume des micro-organismes qu'il y a dans le sol. Plus il y a de vers, plus il y a d'activité biologique dans le sol.
Et les vers de terre et les autres machins qui se trouvent à avoir, les autres bébites qu'il y a dans le sol, vont prendre des résidus en surface, parce que la nature a évolué comme ça, hein, sans l'intervention de l'homme, en laissant les résidus des plantes là, à la surface. Puis toute l'activité biologique, hein, les micro-organismes attaquent les résidus en surface et les emmènent dans le sol, ils font un recyclage. Et c'est ce qu'on obtient en semi-direct après plusieurs années de semi-direct. Donc, plus on a de vers de terre, puis qu'on est un agriculteur, plus on est content. Oui, puis en plus, toute cette activité-là va fournir des fertilisants plus facilement, va rendre les fertilisants plus disponibles aux plantes. J'ai besoin d'appliquer moins de phosphore et l'azote, les vers de terre m'en fournissent environ 60 unités d'azote, environ 20 à 25 000 par année d'azote gratuitement. Par les vers de terre. Par Ils sont généreux. Oui, c'est bien, c'est vraiment intéressant. Puis pour un consommateur, comment est-ce qu'on peut savoir si ce qu'on achète ou si ce qu'on consomme a été fait par semi-direct ou de façon conventionnelle? Bien, après une bonne réflexion, on s'est rendu compte que le consommateur n'avait pas accès à nos produits faits en semi-direct, qui sont des produits de plus grande qualité. On peut prétendre que c'est de plus grande qualité parce qu'un sol en santé va faire des grains de meilleure qualité. Et pour rendre ça disponible aux consommateurs, on a mis en place la certification Terre vivante qui est effective depuis le 2008. Qu'est-ce que c'est un gage de garantie au consommateur? Bien, comme toute certification, il y a un processus de certification avec cahier de charge suivi par le ministère de l'Agriculture, puis notre coordonnatrice qui est Odette Ménard du MAPAC à Saint-Hyacinthe. C'est elle qui voit au bon fonctionnement, puis assurer que ce que le consommateur va recevoir, c'est bien ce qu'on lui a dit qu'il le recevrait. Puis, il y a quel pourcentage du territoire québécois, disons, qui utilise la technique de semi-direct? Bien, si on se fie aux enquêtes, il y aurait un producteur sur 3 qui ferait du semi-direct. Mais là, il y a 3 sortes de semi-direct. Le semi-direct occasionnel, le semi-direct de transition, puis le semi-direct permanent, comme moi je le fais depuis plusieurs années. Okay. Il y a environ 10 en réalité des sols qui sont faits en semi-direct, mais il y a un engouement assez important dans les dernières années que ça devrait augmenter. Malgré le fait que certains vont avoir des difficultés à réussir une bonne transition, il y en a plusieurs qui vont très bien réussir, puis dans le temps, on peut prévoir atteindre 50 en semi-direct. Alors, d'où ça vient, là, cette certification Terre vivante? Ça a été une réflexion qui débute, je dirais, en 2003-2004. Moi, je dirais que j'ai assez souffert de voir dans les journaux, dans les médias, comment on traitait l'agriculture, souvent de façon négative. On parlait de pollution agricole, pollution diffuse. Et puis, nous, dans notre club, on sait qu'on fait des choses correctement. Puis, personne n'en parle de ça. On voit aussi comment le biologique, l'agriculture biologique fonctionne pour vendre son produit. Fait qu'on a... Puis, avec des slogans qui ne me plaisent pas tellement, là. Et puis, on a tenté de faire un peu le même genre, là. Ça existait dans l'Ouest américain. On a regardé leur modèle, la certification reliée au semi-direct. On a regardé ça. Fait que c'est une façon de... On a conclu que c'était la façon de rejoindre le consommateur en ayant une certification. Un logo. Oui, un logo. Qui va être... présentement, on a déjà du pain, des œufs Terre vivante, du veau de grain et des pigeonneaux qui sont mis en marché. Donc, c'est pas appliqué simplement aux grains? Non, c'est pas ça. Non. L'animal qui va manger des grains, le produit animal va être certifié Terre vivante aussi. Mais là, on est en train de mettre ça en place avec des cahiers de charges, ainsi de suite. Ouais. Puis moi, mon entreprise est certifiée Terre vivante au complet. OK. Puis, est-ce que ça se fait simplement au Québec ou ça se fait ailleurs dans le monde, la technique de plantation par semi-direct? On a débuté l'an passé. Okay. Et les Français ont demandé à Odette Ménard, notre coordonnatrice, d'aller leur en parler. Ils semblent avoir beaucoup d'intérêt pour mettre ça en place chez eux aussi. Il n'y a rien qui nous empêche de déborder du Québec. Mais on verra dans le futur. On est encore à notre premier ou deuxième pas, disons. Pour la certification de Terre vivante. Oui, parce que c'est sûr que c'est pas demain que tous les consommateurs vont manger du Terre vivante. On sait très bien ça. Ça va prendre un certain temps avant de Mais déjà, si les gens commencent à le savoir puis à connaître, bien, ça va peut-être leur donner le... Oui, ça prenait le logo, puis les gens reconnaissent ça. Ouais. Puis qu'ils sachent qu'il se fait des choses correctement aussi en agriculture. Puis je pense que l'année dernière, vous avez même reçu là, du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie le prix Conscientia, qui était pourquoi? Pour justement l'ensemble de l'œuvre, je dirais, la mise en place de la certification Terre vivante et puis le semi-direct lui-même, notre groupe de producteurs, ce qu'on fait. Vous êtes combien de producteurs à faire partie de ce groupe d'action? On est 150 membres à travers la province. Mais il y en a un bon nombre qui ne sont pas membres, qui font déjà du semi-direct. Puis il y en a même qui ne connaissent pas le Club Action Semi-direct.
Parfait. On n'a pas un contrôle, nous, là-dessus. C'est juste un groupe d'échange d'informations et d'idées pour faire avancer la technique, puis qu'il y ait un maintien à long terme de la technique aussi. Puis pour des gens qui feront de l'agriculture plus traditionnelle puis qui seraient intéressés de passer au semi-direct, il y a des formations qui existent? Oui, au ministère de l'Agriculture. Puis même, je dirais que c'est indispensable de suivre une formation parce que, comme je disais tantôt, la transition n'est pas facile pour certains. Et ça serait bon pour éviter des problèmes là, ou des pertes monétaires de suivre une formation l'hiver pour savoir comment faire la transition. Bien, parfait. Bien, Monsieur Michon, merci beaucoup Bien, ça m'a fait de plaisir. nous avoir présenté le semi-direct. Puis, bien, bonne récolte. Bien, merci beaucoup. Oui, je suis préoccupée parce que j'ai plein d'allergies, puis je me rends compte que ce qu'on mange, ça a vraiment un impact sur notre santé, puis sur comment on se sent, puis tout ça. Fait que, donc, de plus en plus, j'essaye d'acheter bio. Puis c'est important, puis je me rends compte aussi que c'est meilleur au goût, c'est meilleur, puis c'est meilleur pour l'économie, c'est meilleur pour l'environnement, etc. Oui, effectivement, on est préoccupé, notre famille, pour ce qui se retrouve dans notre assiette. Au niveau de la santé des enfants, je regarde à avoir quelque chose qui provient, des produits qui proviennent de la région. Parce on désire avoir des produits qui nuisent le moins possible à l'environnement. Et de deux, j'axe beaucoup l'assiette. Je veux qu'il y ait le plus de fruits et de légumes possible afin de rendre le système de mes enfants le meilleur. Moi, pour ma part, j'essaie de varier un peu toutes les sortes de légumes que je mange. Là. On essaie de bien manger, mais c'est pas toujours évident quoi choisir comme légumes. Oui. Bien, j'ai des jeunes enfants, puis je veux être sûr que ce qu'ils consomment ne cause pas de problème dans le futur, mais aussi toute la pollution que l'agriculture peut causer. Donc, je veux être sûr que les aliments sont bien cultivés. Absolument. Je crois que pour bien faire maintenant, il faut encourager nos producteurs locaux. Et je pense que des bons aliments vont nous amener à une bonne santé. Au Québec, le marché des grains représente un marché de plus de 500 millions de dollars. Pour aider les agriculteurs dans leurs pratiques, un groupe de recherche appelé le Sérum a été formé. Allons donc rencontrer M. Fortin, responsable du Sérum à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Le Sérum, c'est le Centre de recherche sur les grains. L'acronyme Sérum, en fait, représente les trois espèces principales de grains. CER de sérum, C pour les céréales, le O pour les oléoprotéagineuses et le M pour maïs. Le Sérum, en fait, est une corporation qui a été créée en 1997 à l'initiative du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. On assistait à ce moment-là à une réduction des ressources publiques en recherche parce que la recherche de type appliquée en production de grains telle qu'on l'a fait au Sérum était en fait conduite au ministère de l'Agriculture du Québec. Et pour contrer un peu cette diminution des ressources, le ministère a invité ses partenaires à s'associer et à créer une corporation de recherche qui est le Sérum. Le Sérum s'est donné pour mission de faire de la recherche d'intérêt public pour développer le secteur des grains au Québec. Le Sérum est présentement présent dans les principaux domaines de recherche en production de grains, soit la phytogénétique des céréales d'une part et phytogénétique également des oléoprotéagineuses. Dans le cas des céréales, on parle principalement du blé pour alimentation humaine, donc blé panifiable. Et dans le cas des oléoprotéagineuses, on va parler plutôt du soya et du lin. Le Sérum est également présent en régie des cultures, donc on travaille sur les aspects qui concernent toute la fertilisation des cultures, fertilisation optimale, et également ça va être sur d'autres aspects de régie tels le choix des cultivars, l'influence de l'espacement des rangs au semis ou des densités de population au semis. Bon, le Sérum vient d'ailleurs en 2009 d'offrir sur le marché deux lignées qui ont été sélectionnées, deux lignées de blé, dont l'une est un blé panifiable, qui ont été offertes et dont l'une a été reprise par une entreprise du secteur des semences du Québec et qui va multiplier donc ce nouveau cultivar pour pouvoir l'offrir aux producteurs de grains dans les prochaines années. Il y a beaucoup d'autres informations que le Sérum produit et qui ne sont pas évidemment des innovations solides là, auxquelles on peut toucher, parce que le Sérum produit beaucoup, en fait, de connaissances. Donc, c'est des nouvelles façons de faire, c'est des nouvelles informations sur la façon de produire des grains au Québec, la façon de lutter ou de prévenir des
problèmes de maladies ou d'insectes, par exemple. Donc, c'est beaucoup ce genre d'informations que le sérum produit et diffuse vers les producteurs agricoles. Le blé panifiable est une production qui n'est pas présentement la plus importante au Québec. Le blé panifiable, c'est le grain de blé qui sert pour faire du pain. Donc, faire premièrement une farine, et cette farine-là est utilisée par la suite pour faire du pain. Le marché du blé dans l'Est canadien, avec les minoteries qui sont situées dans la région de Montréal, on parle de plus de 600 000 tonnes par année. Présentement, évidemment, cette quantité de blé vient largement de l'Ouest canadien, mais c'est un marché qui est à proximité de nos producteurs du Québec et on espère aller chercher une part significative de ce marché. Et donc, pour ce faire, la première étape, c'est de disposer de cultivars qui sont bien adaptés à nos conditions climatiques et qui vont résister à certaines maladies qu'on a au Québec, qui ne sont pas nécessairement aussi présentes dans l'Ouest canadien, qui vont donner un bon rendement, donc un rendement également économique intéressant pour le producteur. Évidemment, le maïs, c'est la production dominante au Québec. La production est diversifiée, mais le maïs représente la plus grande superficie et le volume également le plus grand, parce que le maïs est une plante qui a un rendement élevé. Pour chaque hectare de superficie, le maïs produit beaucoup de grains. On retrouve par contre beaucoup d'autres productions parce que le maïs n'est pas adapté présentement pour les régions plus fraîches. Donc, il y a également le soya qui est cultivé de plus en plus dans des régions qui peuvent être davantage fraîches. Et évidemment, on va trouver beaucoup de production de céréales dans les régions plus telles le bas du fleuve, le Saguenay-Lac-Saint-Jean par exemple. Une autre culture qui n'est pas majeure, il y a le canola également, qui est une culture pour laquelle on a maintenant un marché important au Québec, puisqu'il y a une usine d'extraction d'huile de canola qui se construit présentement à Bécancour. Donc, on espère que cette culture-là va prendre beaucoup plus de place dans les années qui viennent. Il y a d'autres productions qui sont, je dirais, mineures, telles le pois sec, par exemple, qui est utilisé pour l'alimentation animale, ou encore le lin, qui est de plus en plus utilisé pour des fins spécifiques en alimentation animale parce qu'il favorise le contenu en oméga 3 des aliments, par exemple les œufs ou le lait. La production de grains au Québec est largement destinée à l'alimentation animale. On a au Québec des productions animales qui sont importantes, qu'on pense au porc, aux volailles, au secteur laitier. Donc, c'est une demande qui est très importante pour différents grains pour alimenter les troupeaux. Donc, notre production est très largement destinée présentement au marché d'alimentation animale. Par contre, on essaie de développer de plus en plus des marchés pour alimentation humaine. J'ai parlé tout à l'heure du blé panifiable, évidemment c'est un cas. On pourrait penser à la production de lin également, qui pourrait aller directement pour l'alimentation humaine. C'est des marchés qui souvent sont plus intéressants pour le producteur. Parfois, c'est un peu plus difficile de produire les grains pour ces marchés qui ont des exigences bien particulières. Par contre, la rentabilité peut s'en trouver améliorée pour le producteur, donc ça peut devenir très intéressant. Les pratiques culturales en production de grains, par exemple, vont évoluer beaucoup. Elles ont évolué beaucoup d'ailleurs dans les dernières années. Par exemple, au niveau du travail du sol, on a assisté à une évolution quand même assez, qu'on pourrait qualifier de très forte même, dans les dernières années. On avait des façons de faire qui étaient, je dirais, centenaires, il y a à peine 20 ans. C'était le labour conventionnel avec la charge d'aversoir. Maintenant, on va vers des pratiques de réduction du travail du sol. C'est une question aussi premièrement, il y a une question économique de réduire les coûts de production des céréales. Maintenant, il y a aussi une question de protéger nos ressources, donc le sol en premier lieu. Et on retrouve également une évolution du côté de l'utilisation des intrants, que ce soit les fertilisants ou les pesticides. On tend à essayer d'optimiser, donc souvent de réduire l'utilisation de ces produits. Encore une fois, d'une part, pour optimiser le rendement économique de la récolte. Donc, si on peut atteindre un point d'équilibre où on trouve le meilleur rendement économique par rapport à la quantité de fertilisants ou de pesticides utilisés, c'est intéressant pour le producteur. Et du même coup, ça contribue évidemment à protéger les ressources, encore une fois, que ce soit l'eau, par exemple, en réduisant les dérives, en réduisant également la pollution diffuse qui peut contaminer nos nappes d'eau ou les eaux de ruissellement. Les grains qu'on produit au Québec sont largement utilisés pour l'alimentation animale, un peu pour l'alimentation humaine.
et très peu, je dirais, relativement peu du moins, pour des fins de production de biocarburants ou de bioproduits. Il ne faut pas limiter l'utilisation autre qu'en alimentation des grains aux biocarburants. Il se fait également d'autres produits à base de plantes que sont les céréales ou autres. Ainsi, le Sérum a présenté un projet sur le triticale. C'est un projet qui est pan-canadien auquel le Sérum contribue. Et ce projet regroupe environ une douzaine d'intervenants de divers milieux de recherche, dont le Centre national de recherche sur les matériaux du Canada, qui est à Boucherville, les universités, par exemple l'École polytechnique de Montréal, etc. Donc, on veut utiliser le triticale, non seulement prendre ses grains pour en faire éventuellement du biocarburant, mais on veut également utiliser la plante à des fins industrielles, donc dans le développement de nouveaux produits de polymères, par exemple, ou autres. Et je crois que c'est un avenir qui peut devenir intéressant parce qu'on utilise à ce moment-là toutes les composantes de la plante à des fins qui sont utiles pour notre société. Le Sérum est installé ici à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est dans ces nouveaux bâtiments qui sont à l'arrière. Et ce projet, en fait, a été amené par la quantité de recherche qui était conduite au Sérum. Donc, dans les premières années, il y a eu une augmentation du niveau d'activité du Sérum. Et les infrastructures dont on disposait, principalement les superficies de sol, étaient nettement insuffisantes pour supporter les besoins de recherche. Et à ce moment-là, on a donc développé un projet d'investissement en infrastructure. Et ce projet-là s'est réalisé au cours de l'année 2006-2007. Et évidemment, ça nous a permis de nous installer sur un fond de terre de 200 hectares et de construire un bâtiment bien adapté aux besoins de recherche, qui comprend des bureaux, des espaces de laboratoire, ateliers, remises, également des serres. Donc, cet ensemble-là va permettre au Sérum, dans les prochaines années, d'augmenter encore la quantité de recherche et donc la quantité de résultats qui seront rendus disponibles pour les producteurs de grains pour améliorer leur rentabilité, améliorer également leur pratique culturelle. Toute l'équipe de Virage Vert vous invite à nous faire part de vos commentaires ou suggestions en communiquant par téléphone au 450-464-7605 ou en écrivant par courriel à l'adresse suivante tvr9@videotron.ca. Pour toute autre information, consultez en tout temps le site internet www.tvr9.org. L'alimentation fait partie d'un des besoins essentiels de notre vie et souvent on oublie que l'alimentation a des impacts aussi sur notre environnement. La majorité des aliments qu'on retrouve en épicerie ont pour la plupart voyagé plus de 2500 km chacun. Alors qu'ici même au Québec, on a des petits producteurs qui ne peuvent pas bénéficier d'une mise en marché par ces grandes chaînes-là et ont souvent de la misère à joindre les deux bouts. Donc, comment on peut maintenant consommer des produits québécois, ici même de producteurs québécois? Donc, depuis quelques années, il y a différents réseaux qui sont mis sur pied, dont entre autres celui d'Équiterre qui a le réseau d'agriculture soutenu par la communauté, qui favorise le partenariat entre un producteur bio et le consommateur. On a aussi ici en Montérégie l'écomarché qui est piloté par Nature Action et on peut donc passer des commandes de produits par Internet et se rendre une fois par semaine dans un lieu prédéterminé pour recueillir notre commande. Pour ceux qui aimeraient avoir un contact encore plus direct avec le producteur, ils pourraient se rendre dans un marché public comme celui-ci à Saint-Basile-le-Grand. Alors ici, dans un marché public, on a vraiment le producteur qui produit ses produits qui peut venir nous les offrir directement. Donc l'échange est direct. On peut aussi découvrir des nouveaux produits et les apprêter de nouvelles manières par les conseils que ces producteurs-là vont nous donner. Donc, en plus d'avoir des impacts sur l'environnement, lorsqu'on choisit de consommer localement, on a aussi un impact au niveau économique et au niveau social aussi. Donc, quand on choisit d'encourager un producteur d'ici, on s'assure justement de lui assurer un certain revenu. Ces revenus-là vont être réinvestis dans la communauté. Quand son entreprise va prendre une certaine proportion aussi, le producteur va être porté à engager de nouvelles personnes. Donc, on vient de contribuer à la création d'emplois.
C'est sûr que si on choisit ce mode de consommation-là, on n'a plus nécessairement accès à nos bananes, à nos kiwis ou à nos ananas. Mais c'est important de comprendre aussi qu'on peut découvrir des nouveaux produits qui sont des produits qui existent depuis très longtemps au Québec, mais qu'on ne connaît pas, étant donné que la culture est peut-être plus difficile. Les grandes chaînes ne se concentrent pas sur ce type de production-là. Mais en fait, les grandes chaînes, plutôt les productions à grande surface, parce que la production est trop difficile. Donc, en fréquentant soit un marché public ou directement les producteurs, on peut avoir accès justement à une belle variété qui peut changer un petit peu notre alimentation. Donc, quand on pense à des nouveaux légumes, on pense souvent à des nouvelles façons de les cuisiner. C'est pas évident. Il y a des recettes qui existent. Il y a des gens qui ont déjà recueilli différentes recettes. Il y a entre autres Viviane Moreau qui a écrit « Cuisiner localement toute l'année ». Vous pouvez avoir des belles idées de recettes dans ce livre-là, même des petits trucs aussi sur comment choisir les aliments. Et il y a aussi un autre livre qui s'appelle « Cuisiner les légumes oubliés ». Donc là, qu'on va parler plus des légumes québécois qu'on a moins tendance à mettre dans notre assiette. Donc, avec un de ces deux livres-là, et puis souvent, les producteurs vont aussi pouvoir nous conseiller directement sur ce qu'on peut faire avec les légumes qu'on choisit. Alors, c'est ce qui termine notre premier épisode de Virage Vert sur le thème de l'agriculture. Au prochain épisode, nous irons rencontrer l'UPA ainsi que les clubs agro-environnementaux. D'ici là, au milieu de mon champ de soya de Sainte-Mathieu-de-Belleuil, je vous invite à prendre le virage vert.